Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic World Le Monde d'après est sorti le 8 juin en France et je vous propose de découvrir mon avis et une analyse sur ce film. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprendra une courte partie sans spoiler, dans laquelle je vous partagerai mon avis sur le film, et une partie avec spoiler où je vous dirai plus en détail ce que je pense du film. Sur ce, débutons avec la partie sans spoiler. Eh bien, j'ai passé un bon moment devant le film. Il y a des défauts, mais globalement, j'ai plutôt bien accroché. Je trouve même que c'est l'histoire la plus intéressante et la plus ambitieuse de la trilogie Jurassic World. J'avais peur que le film soit trop court et que certains passages soient vite expédiés. Mais après l'avoir vu, je trouve que le rythme est bien géré. Cela dit, je ne dis pas non à la version longue avec les 14 minutes supplémentaires. Le film comprend également de belles scènes d'action, surtout celles à Malte, mais pas que, de belles interactions entre les personnages, des moments émouvants et des ajouts intéressants au lore de la saga. Cependant, j'ai deux déceptions, Dodson et le Giganotosaure. Passons maintenant à la partie avec spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir quand ce sera fait. Je vous laisse 9 secondes pour partir. Jurassic World Le Monde d'après nous fait découvrir un monde où les dinosaures sont omniprésents. Cela fait 4 ans qu'ils ont déferlé sur le monde et le monde entier a commencé à s'adapter à leur présence. Non seulement le titre du film fait référence à ce déferlement, mais il fait aussi implicitement référence au nouveau monde s'étant formé après la libération de la puissance génétique. Et cela n'implique pas que la création de dinosaures, de reptiles volants et autres animaux préhistoriques, mais également de nouvelles espèces comme la sauterelle de Biosine, porteuse de gènes datant du Crétacé. Un fléau détruisant les récoltes et étant responsable d'une catastrophe écologique à l'échelle mondiale. Une catastrophe pouvant conduire à la fin du monde et causée par nul autre que l'homme. Les dangers du pouvoir génétique et l'humanité ayant le goût de la destruction étant capables de conduire à la fin du monde tel que nous le connaissons sont d'ailleurs des thèmes qu'on retrouve dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Cela fait partie des sujets de conversation des personnages dans la 7e configuration du roman. Le film a donc un côté très crichtonien si je puis dire. L'histoire du film a donc une certaine originalité par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les films de la franchise et ça fait partie de ce que j'apprécie dans ce film. C'est même mon préféré de la trilogie Jurassic World. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, on a de belles interactions entre les personnages, entre ceux de la trilogie Jurassic World et entre ceux de la trilogie Jurassic Park, et même entre ces deux générations de héros. Les nouveaux personnages, Ramsey Cole et Kayla Watts, quant à eux, ne m'ont pas déçu. Et il en est de même pour Soliona Santos. Ce sont des personnages qui me donnent envie d'en apprendre plus sur eux. Ce film est également l'occasion d'offrir une rédemption au docteur Henry Wu. Ce n'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est juste un scientifique qui est obsédé par ses recherches et qui ne veut pas être oublié, et surtout qu'on n'oublie pas que c'est lui qui a grandement contribué à ramener les dinosaures à la vie, comme on a pu le voir dans la colo du Crétacé. Et comme il avait dit dans Jurassic World, rien de tout cela n'existerait si lui n'était pas là. S'il s'arrête d'innover, une autre personne le fera. Autrefois Wu pensait que ses travaux participaient au bien commun, mais il a fini par se rendre compte qu'il a commis des erreurs, et cela l'a poussé à réfléchir à ses précédents choix, les hybrides et les sauterelles, et aux conséquences qu'ils ont engendrées, comme on a pu le voir dans le film. Et pour qu'il en prenne enfin conscience, il aura fallu qu'un homme se dresse sur sa route, Lewis Dodson. Malheureusement, Dodson est ma plus grosse déception du film. Il est loin de ressembler à sa version des romans. Certes, dans l'univers des films, c'est un personnage qui n'avait qu'une seule scène dans le premier film, il y avait donc une certaine liberté pour l'adapter dans le 6e opus, mais je pense vraiment que c'était une mauvaise idée d'autant s'en éloigner. Là, dans le film, Dodson est une version Jurassic World de Tim Cook, le directeur général d'Apple. Et d'ailleurs, le quartier général de Biosine ressemble fortement au siège social d'Apple, l'Apple Park. Dans Le Monde Perdu de Michael Crichton, d'après un des associés de Dodson, Howard King, Dodson est charismatique et visionnaire, mais aussi cruel et impitoyable. Le côté visionnaire se retrouve dans le film, mais pour le reste, je n'ai pas eu cette impression. La description de Dodson faite par Howard King dans le roman me fait plutôt penser à Ellie Mills. Dans Jurassic World Le Monde d'après, je ne trouve pas Dodson plus détestable qu'Ellie Mills, Ken Whitley, Vic Hoskins ou même Cash de la colo du Crétacé. Et c'est tout le problème, puisque Dodson est censé être une ordure de la pire espèce et le personnage le plus exécrable de la franchise. Dans le film, je trouve Dodson trop mou. D'accord, il tente de se débarrasser d'Alan et Ellie en les laissant à la merci des dimétrodons des grottes. D'accord, il désactive le répulsif aérien pour se débarrasser d'Owen et Claire en les laissant à la merci des reptiles volants de la vallée. D'accord, il tente de supprimer les preuves en détruisant les sauterelles du sanctuaire. Mais où est le côté cruel et impitoyable du personnage? Où est le Dodson qui avait jeté Sarah Harding par-dessus bord dans Le Monde Perdu et qui était exécrable? Dans le film, il laisse Ian Malcolm l'insulter sans avoir de répartie et il laisse aussi passer la trahison de Ramsey Cole. Je garde cependant espoir, peut-être que la version longue nous montrera le Dodson des films
film sous un nouveau jour. D'après Colin Trevorrow, cette scène sera dans la continuité de l'autre, dans laquelle Dodson découvre que Ramsay l'a trahi. Quant à sa mort, je la trouve satisfaisante, mais uniquement parce que je suis habitué à la version roman du personnage. Du côté des animaux du film, même si les sauterelles sont au cœur de l'intrigue, elles n'éclipsent pas les dinosaures et autres animaux préhistoriques qui ont bien plus de scènes qu'elles. Il y en a beaucoup, et cela reflète bien que les dinosaures sont partout. Et d'ailleurs, il faut faire très attention quand on regarde le film, car on peut en rater certains si on ne fait pas attention. Par exemple, à Malte, vous pouvez voir la queue d'un vélociraptor mâle de Sorna, un de la meute du troisième film. De tous les animaux apparaissant dans le film, le thérizinosaure est pour moi celui qui sort du lot. Sa première scène lui fait honneur et ça fait plaisir de voir une scène terrifiante et angoissante avec un herbivore. Heureusement pour Claire qu'il est aveugle, sinon elle aurait subi le même sort que le chevreuil. Le giganotosaure en revanche fait partie de mes déceptions du film. Les bandes annonces l'ont mis en avant avec « c'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté et plus gros, pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros ?» une réplique n'étant d'ailleurs pas dans le film, et finalement ce fut beaucoup de bruit pour pas grand chose. Colin Trevorrow nous avait dit que le giga veut juste voir le monde brûler, mais en réalité c'est juste un animal qui vit sa vie dans le sanctuaire de Biosyn. Sur ce point je préfère ça d'ailleurs. Tout est ensuite parti en vrille pour le giga quand Biosyn a fait venir la T-Rex dans leur vallée. Dans ce film, le giganotosaure est là pour permettre à Roberta de se venger de la mort du T-Rex ayant permis sa création 65 millions d'années auparavant. C'était ce qu'on avait vu dans le prologue. Cependant, même si le prologue avait fait partie du film, et ce sera le cas dans la version longue qui arrivera en fin d'année, Colin Trevorrow l'a confirmé sur Twitter, je n'ai pas l'impression que Roberta cherche à se venger du giganotosaure pour la mort de son homologue du passé. Dans le film, il y a une scène dans laquelle les deux dinosaures se battent pour le cadavre d'un chevreuil. Une bataille au bout de laquelle la T-Rex en sort vaincue. Et donc, quand les deux carnivores se retrouvent vers la fin du film, j'ai plutôt l'impression que la revanche est liée à la dispute vue plus tôt dans le film et non en lien avec les événements du prologue. On dirait juste que ce sont deux prédateurs qui ne peuvent pas cohabiter sur le même territoire. Si le but était de montrer que Roberta comptait venger le T-Rex ayant permis sa création, je pense qu'il aurait été mieux que le giga et elle ne se croisent pas avant la fin du film. Et puisqu'on en parle lors de ce combat, on retrouve bien ce que j'ai dit plus tôt. Le giga est là pour se faire tuer, c'est son rôle dans l'histoire. Quand Roberta se relève, le giga reste planté là, entre le thérizinosaure et elle, au lieu de continuer le combat. Et ensuite, il se laisse attraper par la T-Rex et embrocher sur les griffes de l'herbivore. Le giga méritait largement mieux. Concernant Roberta, c'est à la fin du film qu'elle trouve une nouvelle famille, deux autres tyrannosaures. Et pas n'importe quel tyrannosaure, car comme l'a confirmé Colin Trevorrow sur Twitter, il s'agit des parents T-Rex du deuxième film. Soit ils ont été amenés au sanctuaire de Biosyn avant l'arrivée de Roberta sur place, car on sait que la première génération de dinosaures du sanctuaire est originaire de Sorna, soit ils sont arrivés là après que le sanctuaire soit devenu une réserve naturelle mondiale pour les dinosaures. Mais personnellement, je penche plutôt pour la première option. Quoi qu'il en soit, c'est une belle conclusion pour notre chère Roberta, car après être restée longtemps seule, elle rencontre enfin d'autres tyrannosaures dans ce film. Si les parents du deuxième film font partie des 7 premiers tyrannosaures créés sur Sorna, comme c'est le cas de Roberta, peut-être que celle-ci les avait déjà rencontrés avant d'être amenée à Jurassic Park sur Isla Nublar en 1989, un an après sa naissance sur Sorna. Si tel est le cas, on pourrait appeler ça des retrouvailles de famille. Pour finir, parlons des liens avec la série La Colo du Crétacé. Dans les 4e et 5e saisons, Mantacorp fait implanter des puces de contrôle dans le crâne de ces dinosaures. Du côté du film, on retrouve ce principe avec cette fois-ci un implant envoyant un signal électrique au cerveau de l'animal. Les clôtures invisibles du film, quant à elles, pourraient être comparées aux drones produisant une barrière invisible dans la série. Par ailleurs, on a la bombe de mousse à raser de Biosyn qui est présente dans le film et qui fera son retour dans la 5e saison de la série. Étrangement, en plus de la Barbasol qui a fini entre les mains de Dodson, Biosyn a une technologie apparemment aussi avancée que celle de Mantacorp. Ce que je me dis, c'est que la première génération de dinosaures du sanctuaire de Biosyn, des animaux provenant de Sorna, pourraient être en fait les animaux de l'île de Mantacorp. Si Ramsay Cole révèle que la première génération provient de cette île, c'est que ce ne doit pas être un secret et que Biosyn a dû mettre la main sur eux de manière tout à fait légale, comme l'avait expliqué Colin Trevorrow dans une interview récente. Par ailleurs, on ne sait pas encore ce qui est arrivé aux animaux de l'île de Mantacorp, et la 5e saison de la série devrait répondre à cette question. La réponse arrivera le 21 juillet sur Netflix. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce film. Il y a des défauts, mais globalement je suis plutôt satisfait du film, et c'est également mon préféré de la trilogie Jurassic World comme je l'ai dit plus tôt. Je tiens au passage à remercier Colin Trevorrow et toutes les personnes qui ont travaillé sur ces films. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce film. En tout cas, que nous l'ayons aimé ou non, n'oublions pas de respecter les opinions de chacun. Que vous ayez aimé tout le film, que vous l'ayez détesté, que vous n'ayez aimé que certains points, etc. On est tous des fans ici, et même si nous pouvons ne pas être d'accord sur certains points, nous sommes tous là parce que nous aimons cette franchise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, nous provoquons notre propre extinction.